Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 24 octobre pour un nouvel épisode d'Overtime. Salutations à Marc qui est déjà dans le chat, à qui nous salue. Salutations Jérôme également à mes Salut côtés, Joe, très bonjour heureux à de te tous. retrouver. Jérôme qui était du côté de Lausanne Samedi samedi. exactement, ouais, Lausanne-Davos. On va en reparler un petit peu La plus tard. Là. remontada de Lausanne, mais qui est chaud au poteau finalement. Ouais, on vous rappelle évidemment que l'émission va être en rediffusion sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Apple Podcast, Spotify ou SoundCloud un peu plus tard aujourd'hui, également à revisionner sur Facebook. On vous invite également, tout comme Patrice et Théo et Quentin, à nous poser vos questions dans le chat, à être réactifs également, surtout avec l'invité qu'on a aujourd'hui pour dresser un petit bilan là, du premier quart de cette saison de National League. C'est Patrick Aymon qu'on retrouve. Salut Pat. Salut. Très heureux de te retrouver, Patrick. Déjà dans le chat, il y a Quentin qui nous dit que c'est un plaisir de te retrouver à l'écran, qu'il a beaucoup de souvenirs en tête. Lui qui est un grand fan de Genève Servette. Patrick, tout d'abord, ça fait un an, là, tout près d'un an que tu n'es plus à l'emploi du Genève Servette HC. On voulait savoir de un, comment tu vas et comment s'est passée ta dernière année. Écoute, ça va bien, ça va mieux. Je veux dire, c'est toujours un choc quand tu es entraîneur là, de vivre un congédiement. Donc, faut que tu avales la pilule, comme on dit. Donc, ça, c'est une période qui était longue, que je le cacherai pas. Ça a été difficile à encaisser. Ensuite, bon, c'est ça. C'était une année très mouvementée dans mon cas, au niveau personnel aussi. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu au Canada durant la saison dernière. Et puis là, je suis de retour en Suisse depuis la fin du mois d'août et je suis très heureux. Là, je suis prêt à passer à autre chose. Très bien, Pat. Et je pense que tu restes encore quand même bien actif dans les patinoires. Là. Tu visites quand même plusieurs patinoires de National League et de Swiss League là, pour rester quand même dans l'univers. Là. On enlève le gars du hockey, mais on n'enlève pas le hockey du gars quand même. Là. Non, c'est ça, c'est sûr. J'avais une période à laisser de côté au niveau du hockey. Maintenant, depuis que je suis de retour en Suisse, effectivement, là, je me déplace. Je suis allé à des matchs à Lugano, à Lausanne, à Fribourg. Hier, j'étais à Chaux-de-Fonds. Je suis allé voir le match de l'équipe à Louis, de mon bon ami Louis Matt. Donc, je me déplace, je regarde des matchs à la télévision aussi également. On a vu le nombre d'étrangers qui a augmenté. On disait cet été, le nombre d'étrangers augmente, ça va augmenter le niveau des matchs. Est-ce que tu vois une différence par rapport aux autres années sur notre championnat? Oui, c'est sûr que ça a un impact important. Je veux dire, quand tu t'enlèves ton 19e, ton 20e joueur de ton équipe, puis le remplaces par deux étrangers, c'est sûr que ça a un impact significatif au niveau de la qualité du jeu et la qualité du championnat. Je pense que le championnat suisse au niveau de la Ligue nationale a augmenté beaucoup. Les équipes qui ont une filière d'étrangers, de six étrangers de haute qualité, peuvent faire la différence durant la saison comparé à des équipes où que la qualité des six étrangers est de moindre qualité. Faut penser, là, c'est 30% de ton effectif est une filière étrangère, donc ça a un impact important. De l'autre côté, on a vu que certaines équipes sont allées vers des gardiens étrangers. Encore là, ça a un impact parce que dans le championnat maintenant, c'est tellement relevé des équipes avec seulement un gardien et avec un deuxième gardien de moins de qualité. Ça peut avoir un impact en cas de blessure. Donc, si on regarde dans Ambry, par exemple, c'est un bon exemple, un très bon gardien étranger avec Cole au but. Donc, si jamais il arrive un pépin, ben, ils sont bien au niveau du filet. Pour moi, le côté négatif, c'est de voir sur un long terme quel sera l'impact de cette décision-là par rapport aux jeunes joueurs suisses. Donc, ça va être de plus en plus difficile pour les jeunes
de faire leur place, en tout cas à leur jeune âge. On parle de joueurs de 20 ans, 21 ans. Donc, ça va être difficile de se faire une place. C'était déjà difficile avec 4 étrangers, maintenant avec 6 étrangers. Donc, ça sera probablement que les exceptionnels qui vont réussir à passer à un tout jeune âge. D'après moi, ils devront passer par un exil en Amérique ou en Suède ou un endroit comme ça pour parfaire leur junior, passer directement du junior élite à la Ligue nationale. Je pense que ça va être très, très difficile. Mais l'impact de cette décision-là au niveau des jeunes, on va le voir dans 6-7 ans. On ne verra pas ça avant ça. On va voir comment les jeunes vont réussir à se développer. Et puis, parce que les jeunes sortent à 20 ans, ils n'ont pas vraiment d'endroit où aller. La Ligue B, c'est encore pour eux, pour certains, pour la plupart même, je dirais, un niveau qui est quand même très élevé pour ces jeunes-là. Et puis, en tout cas, j'ai hâte d'avoir. Mais au niveau du hockey, pour les spectateurs, c'est sûr que même en tant qu'entraîneur, tu veux coacher, tu veux jouer dans un meilleur niveau. Pour les spectateurs, ben, ça augmente la qualité du jeu. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est positif pour la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a un étranger qui t'a marqué en ce début de saison? Un nouveau venu? Un nouveau venu. Écoute, j'aime beaucoup le gardien de Lugano. Je pense que lui peut faire une différence dans son équipe. Quand on parle de l'apport de 6 étrangers, là, on voit que certaines équipes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont vers un gardien. Lui peut faire la différence. Je l'ai vu jouer 2 fois en live, gros gabarit, très calme. Je pense que c'est le joueur qui pourrait aider Lugano qui sont en difficulté. Si l'offensive peut marquer un peu plus du côté de Lugano, parce que défensivement, ils sont solides. Donc, c'est un gardien qui peut gagner un match à lui seul. Ben, tu parles de Lugano, on va continuer. Là, tu parles de Mikko Koskinen, très dominant depuis le début de la saison, malgré les difficultés de son équipe. Il a un pourcentage d'arrêt assez impressionnant, a signé quand même quelques jeux blancs. Mais Patrick, quelqu'un que tu connais bien, Chris McSorley, qui a été congédié, tout comme ses adjoints. Est-ce que tu es surpris que cette décision-là soit venue aussi vite après seulement 8 matchs dans la saison? On s'entend que la saison était quand même très jeune. Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as pu parler, que ce soit à McSorley ou à Patrick Bosch? Je n'ai pas parlé de vive voix avec lui. J'ai envoyé un message suite à son congédiement. Qu'est-ce qui est surprenant? Quand c'est les débuts de saison, des fois, c'est difficile. On peut s'attendre des fois dans une équipe ou une autre, un changement d'entraîneur, ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est arrivé très tôt. C'est ça qui est surprenant. C'est vraiment là, après 8 matchs, donc tu n'as pas le temps si c'est un mauvais départ, de te reprendre durant les matchs suivants. Maintenant, on va voir l'impact que parce que là, c'est tout un changement qu'ils ont fait. Là. C'est pas juste un changement d'entraîneur, c'est un changement du coaching staff au complet. Moi, de mémoire, en Suisse, je ne me rappelle pas d'avoir vu un tel changement de direction. Et on parle d'un coach d'expérience à un coach qui est beaucoup plus jeune. Je le connais, l'entraîneur, parce que quand j'étais avec les juniors à Genève, je jouais contre lui. Il était tout jeune à l'époque. Je pense qu'il avait 22 ans quand il a débuté. Donc, il s'agit de voir là, comment ça va se dérouler là, pour le reste de la saison pour Lugano. Tu en parles de ce nouvel entraîneur. Il a 29 ans. Patrick, tu as été joueur aussi. Si tu avais eu un coach peut-être plus jeune que toi, parce qu'il y a des joueurs dans le vestiaire de Lugano qui sont plus vieux que lui, est-ce que ça enlève à sa crédibilité? Est-ce que c'est plus difficile peut-être pour lui de prendre en charge le vestiaire, ou si tu penses que 29 ans, ça change pas nécessairement quelque chose, parce que c'est, disons-le, assez jeune, là, 29 ans, pour prendre la tête d'une équipe?
Oui, c'est jeune. C'est jeune, mais comme je l'ai dit, je le connais un peu. C'est quand même un entraîneur, un jeune entraîneur talentueux. Mais il reste que ça va vite. Il y a des décisions, la quantité de décisions à prendre pour un entraîneur-chef durant un match. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur trop souvent. Donc, et ça vient, cette aisance-là à être bien derrière le banc, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Donc, lui, il y en a peu. Donc, c'est sûr, je pense pas que les erreurs qu'il va faire, ça va être au niveau de ses décisions, au niveau de son système de jeu, ou sa tactique d'avant-match, ou sa préparation. Je pense que les erreurs, s'il y a des erreurs à avoir, ça va plus être durant son management de joueurs durant le match. Donc là, c'est peut-être là, des fois des fins de match, des décisions, quel joueur je mets sur la glace pour les fins de tiers, les fins de match, pour conserver une avance ou pour. Donc c'est peut-être plus là que ça va être un peu plus difficile, mais il va faire son apprentissage comme tout le monde. Ils sont allés chercher un entraîneur d'expérience pour le seconder. Encore là, quand le match est lancé, l'assistant qui est à côté, il peut l'aider entre les tiers durant les entraînements, mais quand le match est lancé, c'est lancé, c'est parti. Donc, c'est vraiment à lui c'est lui le capitaine du navire. Donc, c'est là que ça va se jouer. J'avais une question aussi sur Lugano. L'entraîneur est très jeune, il a des joueurs d'expérience comme Granlund, comme Marco Bello. Est-ce que tu essayes de discuter avec eux aussi pour qu'ils te disent peut-être les erreurs que tu as fait, ou comme tu dis, tu es vraiment le capitaine du navire et puis tu y vas tout seul avec tes assistants? Ouais, je crois qu'il doit s'asseoir avec ses vétérans, discuter avec eux. Mais il reste que c'est lui le capitaine du navire. Il faut pas que les joueurs deviennent des entraîneurs. Si tu commences à trop les écouter, tu sors de ta personnalité, tu sors de qu'est-ce que tu veux faire. Donc, s'ils l'ont choisi, si Lugano, la haute direction de Lugano l'ont choisi pour le mettre là, c'est parce eux pensaient qu'il y avait les qualités pour le faire. C'est peut-être de mon point de vue, c'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un cadeau qu'ils lui ont fait qui est dangereux pour lui en tant qu'entraîneur. Mais oui, s'asseoir avec ses vétérans, d'avoir une bonne discussion, mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Mais après ça, c'est lui qui doit, parce que sinon, il ne s'en sortira pas. S'il laisse les joueurs prendre leur position trop fréquemment, ça va se retourner contre lui de toute façon. Avant de se concentrer sur les clubs romans, parce que oui, on va revenir au premier quart de la saison des clubs romans, on a parlé des étrangers et le CP Bern a annoncé ce matin la signature de Tyler Ennis pour remplacer la blessure de Cahoun qui s'est blessé là, au dernier match contre Ambry. Et je voulais revenir un peu avec toi, Pat. Moi, je l'ai vu beaucoup jouer en Amérique du Nord. C'est un joueur très rapide, de petite stature, petit gabarit. C'est ce qui lui a nui du côté de la NHL, mais qu'est-ce que tu vois de lui? Est-ce que tu penses que c'est une bonne acquisition pour le CP Bern? Moi, je pense que c'est une excellente acquisition pour Berne. Bon, il y aura sa période d'adaptation tout début, mais c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur de la Ligue nationale. Donc, il va venir ici avec beaucoup de vitesse, avec un talent offensif, des habiletés offensives qui sont indéniables. Donc, je pense que Berne sera à surveiller pour le reste de la saison. Ils ont eu un départ difficile. Mais c'est pas une équipe qui a perdu beaucoup de matchs en temps régulier cette année. Donc, c'était un jeu qui est serré. L'apport offensif de Ennis va aider grandement. Ça donne plus de profondeur également au niveau des étrangers. Le seul point, c'est pas qu'il est négatif, mais que j'ai un petit bémol, c'est peut-être leur premier gardien de but en Vutriche, qui est très jeune, qui peut pas durant la saison, mais s'ils veulent aller loin dans le playoff, c'est peut-être là un peu là, que comme j'ai dit, un petit bémol au niveau de Berne. Mais pour Berne, c'est une excellente acquisition.
Le CP Berne a communiqué que Tyler Ennis va arriver demain matin à Berne. Berne joue le soir même contre Bienne. Est-ce que toi, tu ferais jouer Tyler Ennis demain soir? En tant qu'entraîneur, tu aimes avoir ton joueur le plus rapidement sur la glace. Quand tu as un joueur de cette qualité-là, tu as hâte de le voir avec ton équipe. D'un autre côté, c'est un long voyage avec le décalage horaire. Moi, j'aurais plus tendance, en tout cas pour les 2, 3 premiers jours, à discuter avec le joueur puis voir comment il se sent. Si la décision vient du joueur, puis le joueur te dit bon, moi je suis prêt à jouer, je veux jouer, ben, il y a pas de problème, tu l'as joué. C'est un gars qui a d'expérience, qui connaît son corps, qui connaît qui a déjà joué en Suisse à Langnau, donne 7-8 ans, je crois, durant le temps du lockout. Donc, il connaît le tabac, comme on dit, il sait dans quoi il s'embarque. Donc, si le joueur est prêt à jouer, veut jouer, je l'ai joué. C'est pour revenir là, sur ce que je disais, Tyler Ennis, évidemment, son gabarit a joué contre lui en NHL, pas qu'il n'a pas beaucoup joué en NHL, c'est 700 matchs d'expérience quand même en saison régulière. Je pense juste que son plafond était peut-être un petit peu plus élevé. C'est une ligue très rapide. Il y en avait de la vitesse, mais c'est également une ligue très physique et c'est peut-être là où il n'a pas atteint le haut niveau que son talent pouvait lui donner, mais je suis d'avis qu'évidemment ici avec le CP Berne, il pourrait avoir beaucoup de succès. On va passer maintenant au bilan de premier quart de la saison. Je trouve moi amusant de faire ça. Pat, je ne sais pas comme entraîneur, évidemment, la cassette sort toujours en entrevue. On se concentre sur chaque match un à la fois. C'est match après match et tout. Mais est-ce que vous vous donnez quand même comme entraîneur, toi, est-ce que tu te donnais quand même des cibles au quart de la saison, à la mi-saison? Est-ce que vous regardez quand même un peu plus le big picture que match après match? Bon, la question, je te dirais, elle a 2 volets. Le match après match est très cliché, mais je veux dire, tu peux pas aller trop loin dans le temps. Mais en même temps, il faut que tu aies des objectifs pour être capable d'évaluer ton équipe. Est-ce qu'on est en progression ou pas? On est tout en train de stagner. Puis ça, tu peux pas le faire. Tu peux pas évaluer ton équipe de cette façon-là, match par match, parce que c'est sur 60 minutes, il y a plein de variables qui peuvent arriver durant un match, des blessés, mauvaise décision de l'arbitre. Donc, mais la qualité du day-to-day qu'on va dire, ça, tu n'as pas le choix. Il faut que les joueurs reviennent à ça tout le temps. Mais en tant qu'entraîneur, il faut que tu essaies de faire, comme tu dis, une image globale de dire, bon, OK, est-ce qu'on y va? Il n'y a pas de formule secrète. Certains coachs vont dire sur 5 matchs, il y en a qui vont dire sur 10 matchs, il y en a qui vont dire ils vont faire des objectifs sur un mois ou un quart de saison, chaque quart de saison. Donc, tu n'as pas le choix de te donner des balises. Il faut que tu informes aussi l'équipe, les joueurs, de dire, bon, on va s'évaluer sur les 10 prochains matchs. On peut même aller jusqu'à un objectif de points. Bon, on donne un objectif de 6 victoires sur 10 matchs ou 5 victoires. Mais il faut que tu essaies parce que la saison est tellement longue que les joueurs ils se perdent un peu dans ça. Donc, il faut rétrécir la saison le plus possible en se donnant un groupe de 5 matchs ou 10 matchs, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça aide beaucoup les joueurs. Pour l'entraîneur, ça aide à évaluer son équipe aussi. Mais le day-to-day est important. Je veux dire, les joueurs, c'est leur travail. Ils viennent travailler, ils ont 60 minutes. Puis il faut que tu sois intense pendant ces 60 minutes-là. Donc, le focus du day-to-day est très important aussi. Parfait. Merci, Pat, pour ces précisions. On va maintenant passer au bilan des clubs romans et on va commencer par le haut du classement et on va parler de Genève Servette. Jérôme, Genève Servette, qu'on voyait très gros dès le début de la saison. Sur papier, on pensait que ce serait une équipe dominante du championnat. Termine le premier quart de la saison, puisque c'est 13 matchs pour le quart. Là, on est rendu à 14 matchs. On est premier du classement. On est là où on devait être du côté de Genève. Mais c'est quand même 3 défaites à leurs 4 derniers matchs. Des défaites, oui, où ils vont chercher des points.
Mais quand même, pour Genève Servette, là, 3 défaites en 4 matchs. Est-ce que tu es inquiet ou si tu es confiant avec cette équipe? Non, je ne suis pas inquiet pour Genève Servette. Ils ont montré un sacré niveau de jeu sur certains matchs. Après hier, ils mènent 4-1 contre Davos. Il y a peut-être un relâchement. Et ça montre aussi que même Genève qui est en tête, si tout à coup ils jouent à 80-90%, eh ben dans cette ligue, tu n'arrives pas à tenir. Il faut être à 100% tout le long, sinon tu peux vraiment perdre contre n'importe qui. Non, je ne suis pas inquiet pour Genève. Ils ont 4 blocs très homogènes. Il y a quasiment tout le monde qui peut jouer dans le premier, deuxième, troisième, quatrième bloc, qui peut jouer en power play. Donc non, je suis confiant pour Genève. Et toi, Pat, est-ce que ça te surprend de voir Genève premier du classement en ce 24 octobre? Non, je suis aucunement surpris. Je pense que il y a une excellente équipe. Ils n'ont pas beaucoup de. C'est quand tu regardes l'alignement, tu essaies de trouver des points faibles. C'est solide partout. Il y a de la profondeur. Donc, un joueur se blesse, tout de suite, il y a un autre joueur qui peut le remplacer d'un joueur de qualité. Donc, que ce soit en attaque, en défense, dans les buts, sont solides. Bon, là, dernièrement, là, ils ont laissé aller des points, mais tout comme toi, là, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour Genève. Et puis, je pense qu'ils sont à leur place. Ils devraient, s'ils continuent comme ça, moi, je vois pas quelle équipe peut, à tout le moins durant la saison régulière, les surpasser là, au premier rang du classement. Mais Patrick, est-ce que le plus grand défi de Genève ne serait pas justement de prêcher par excès de confiance? Depuis le début de la saison, on leur dit vous êtes beau, vous êtes drôle, vous êtes fin, vous êtes fort, vous êtes bon, vous êtes talentueux, vous êtes les meilleurs. Et clairement, sur la patinoire, ils nous prouvent qu'ils ont probablement la meilleure équipe du championnat ou une des très, très bonnes équipes du championnat. Est-ce que c'est difficile parfois pour un coach ou pour un staff de garder l'équipe sur terre, de dire, écoutez, chaque présence sur la patinoire est importante. Chaque match est important. Il n'y a aucun adversaire qu'on peut prendre à la légère parce qu'on l'a vu avec même un Ajoie qui est grandement plus dangereux cette saison. Tu sais jamais quand est-ce que tu peux perdre des points dans ce championnat-là qui est très serré. Est-ce que c'est pas ça le plus gros défi, c'est de rester focus le plus possible sur l'objectif à long terme? Oui, tu as raison. C'est le piège quand tu as autant de talent au niveau de ton équipe. Et c'est sûr que c'est essayer de garder tout le monde focus, les 20 joueurs à chaque match, quand tu as quand même beaucoup de succès, ça vient humain un peu, mais ça reste je pense que c'est le travail à ce moment-là du coaching staff de donner des objectifs différents. Tu sais, on parlait d'objectifs de dire, de raccourcir ces objectifs-là, de dire, bon, il faut atteindre, ça nous prend nos 2 victoires ce week-end, ou trouver une façon de garder ta troupe motivée à chaque soir. Bon, Jérôme, quand même, la perte de Sami Vatanen est notable. Même beaucoup, si tu as un Henrik Tomernes qui est capable de prendre la place, on s'entend qu'il y avait le luxe à Genève d'avoir 2 défenseurs numéro 1. Mais on a aussi le luxe de ne pas justement faire comme Fribourg-Gotteron l'a fait avec Victor Rask ou comme Berne vient de le faire avec Tyler Ennis. On n'a pas besoin tout de suite d'aller signer un joueur en détresse parce que justement on a un Tomernes. On a une équipe solide, on continue à enchaîner les bonnes performances, même s'il y a des petits accros ici et là. Et ça, c'est un gros luxe quand même de pouvoir attendre un peu plus tard dans la saison pour peut-être éventuellement engager un 7e étranger. Ce qui est bien pour Genève, c'est comme tu le dis, c'est que tu ne te précipites pas. Tu vas pas vite chercher l'étranger qui est libre parce que tu en as besoin. Ça prouve aussi qu'ils font confiance en leur défenseur suisse. Parce que du coup, c'est un défenseur suisse qui a pris la place de Vatanen, que ça soit dans le jeu à 5 contre 5, mais aussi en infériorité numérique et en supériorité numérique aussi. J'ai parlé avec Marc Gauci quand Vatanen s'est blessé. Je lui ai demandé s'il cherchait quelqu'un. Il m'a dit oui, on cherche quelqu'un, mais on ne va pas se précipiter. Alors, la blessure de Vatanen tombe entre guillemets bien
parce que c'était le début de la NHL, donc tu avais des joueurs qui avaient été retranchés, et puis là, tu as des joueurs un peu libres que tu peux aller chercher, mais pour l'instant, ils n'ont pas communiqué sur l'engagement d'un étranger. L'équipe va bien, donc si Genève était dernier du classement, je pense qu'il se serait peut-être précipité pour aller remplacer Vatanen. Mais quand tu es devant, quand tout va bien, quand tes joueurs suisses font le job, tu n'as pas besoin de te précipiter. Et puis c'est là où tu vois aussi qu'à Genève, tout le monde peut prendre la place de tout le monde. Et puis là, j'aimerais faire réagir Patrick sur ça. Quand tu as une équipe où tout le monde peut prendre la place de tout le monde, est-ce que finalement, c'est pas compliqué de gérer l'équipe? Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent se sentir frustrés en disant « Ouais, mais si j'étais dans un autre club, je pourrais jouer peut-être sur le power play. Là, je ne peux pas ou très peu. » Comment tu gères ça à l'interne pour faire comprendre aux joueurs que, ma foi, à Genève cette année, tu joues pas sur le power play? Je pense que c'est la discussion entre l'entraîneur et le joueur. Il faut faire comprendre aux joueurs que oui, tu pourrais jouer dans une équipe de 8e position sur le 2e power play. Ici, tu ne joueras pas, mais peut-être qu'à la fin de l'année, tu as une chance de gagner le champion suisse. Donc, c'est quoi tes objectifs personnels? Donc, chaque joueur, dans le cas de Genève, je pense que chaque joueur doit mettre de l'eau dans leur vin. Ils ont une équipe exceptionnelle avec des objectifs qui sont élevés. Si les joueurs acceptent leur rôle, ça va bien aller, puis ils vont atteindre leurs objectifs. Donc, ça dépend des joueurs. Si les joueurs ne veulent pas adhérer à ça, si leur personne passe avant l'équipe, là, c'est peut-être là que ça va créer des problèmes, mais je pense pas que ce soit le cas à Genève Servette. Bon, c'est toujours plus facile d'accepter de ne pas jouer quand tu es premier du classement que quand tu es au fond du. C'est la volonté aussi, c'est la volonté de vouloir le titre, un peu comme le dit Pat, de jouer pour le logo devant le maillot et non pas pour le nom derrière le maillot. Ça, c'est toujours. Les meilleures équipes, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Les équipes qui gagnent des championnats, tout le monde se rallie à la tâche, puis pagaie dans le même sens et jamais à contre-courant. Donc, un bon début de saison, évidemment, un bon premier quart de saison pour Genève Servette. Maintenant, la tâche sera de confirmer sur le long terme cette magnifique prestation. On va maintenant passer à un deuxième club, messieurs, deuxième du classement. C'est le HC Bienne. Le HC Bienne, Jérôme, qui a eu un début de saison, un premier quart de saison en 3 temps. Bon début. Mauvais milieu. Mauvais milieu, très bonne fin. Mais quand même, on sent cette équipe confiante. D'ailleurs, il y avait l'entrevue de Robin Grossman. Je ne sais pas si c'est toi qui l'avais fait. C'est un peu ce qu'il te disait aussi. Il y a de la confiance dans ce vestiaire-là. C'est un groupe soudé. C'est un groupe soudé. C'est un groupe aussi... ce que j'ai bien aimé dans la phrase de Robin Grossman, c'est qu'il dit « On sait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs. » Il y a 52 matchs sur la saison régulière, t'en perds de temps en temps, alors parce que soit toi t'as pas bien joué, ça arrive, des soirs t'es pas dedans, ça arrive à tout le monde, des fois t'as bien joué mais l'équipe adverse a encore mieux joué, donc t'as le droit de perdre. En fait c'est ça qu'à mon avis ils ont compris à Bienne, c'est que t'as le droit de perdre un match, ou même plusieurs. Ce qu'il faut c'est que ton niveau moyen il soit tout le temps là. Après, si tu perds parce que t'as été dans un mauvais soir, ça arrive. Si t'as un bon niveau puis que l'autre est meilleur, tu perds, mais il n'y a pas eu de crise à Bienne, et surtout c'est une équipe qui est là depuis longtemps, les joueurs sont là ensemble, il y a eu quelques transferts mais le noyau de l'équipe est là. Si tu as quelque chose à dire à un coéquipier, tu vas lui dire parce que tu sais comment lui dire, ça fait longtemps que tu joues avec, tu sais sa réaction, tu sais à quel moment tu peux lui dire ou à quel moment tu peux pas lui dire. Le coach est aussi là depuis longtemps, Martin Steinegger est aussi là depuis longtemps. Donc à Bienne, je trouve que ça tourne pas si mal que ça. Là, ils en sont à quoi? 6 victoires de... Ouais, 6 victoires de 6 suite. victoires de suite. Alors, à Bienne, ils savent que ça va s'arrêter. Hein. Ils vont pas gagner maintenant tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison régulière. C'est vrai que si tu peux enchaîner les victoires, pour le moral, pour l'équipe, c'est vraiment bien. Mais j'ai l'impression qu'à Bienne, on a compris ça. Un jour, cette série, elle va s'arrêter. C'est pas grave. Il faut pas après que tu aies une série de défaites. Tu essaies de comprendre pourquoi tu as perdu, ce qui n'a pas forcément... fonctionner, et puis tu repars
de plus belle, avec en plus un HC Bienne qui a joué, je pense, 1 ou 2 fois au complet depuis le début de la saison, entre les malades, les blessés, les suspendus. Ils n'ont pas été vraiment tout le temps au complet, et pourtant ça fonctionne. Depuis le début de la préparation, même. En plus, depuis le début de la préparation, ça a été compliqué. Il y a Quentin qui nous dit dans le chat, la ligne H2O n'est pas mal du tout. C'est vrai que Bienne est sorti fort avec cette expression, la ligne H2O, Offert, As et Olofsson. Patrick, je me tourne vers toi. Moi, je vais faire un parallèle avec la HC Bienne et Fribourg-Gotteron de la saison dernière. Les deux ont connu un passage à vide de 3 ou 4 matchs. C'était 4 matchs dans le cas de Fribourg l'an passé, 3 matchs dans le cas de Bienne cette saison, avant d'enchaîner les victoires. Et le parallèle que je fais entre ces deux équipes, non pas niveau talent, niveau joueur, niveau effectif, rien du tout, mais les deux équipes ont un noyau qui se suit depuis plusieurs saisons. Du côté du HC Bienne, quand on regardait l'effectif au début de l'année, il n'y avait pratiquement pas de changement, si ce n'est que l'ajout d'Olofsson, la perte de Kevin Fay, mais très peu de changements. Et c'était le même cas de figure à Fribourg la saison dernière. Est-ce que tu penses que, justement, de garder un noyau, de bâtir avec ce noyau-là sur le long terme, ça permet aux équipes de passer au travers des moments de challengeants, un peu plus difficiles comme l'ont connu la HC Bienne et Fribourg-Gotteron la saison dernière? Wow, je pense que la stabilité, ça sécurise beaucoup les joueurs. Dans le sens que, oui, il y a de la compétition au sein de l'équipe, mais tout le monde a son rôle depuis longtemps, tout le monde a accepté son rôle, tout le monde est placé dans les bonnes chaises. Et puis, quand tu as un groupe qui est soudé avec des joueurs qui ont des bonnes attitudes, des bonnes éthiques de travail, tu cherches à garder ces joueurs-là le plus longtemps possible, tant aussi longtemps qu'ils sont performants, on s'entend bien là-dessus. Mais la régularité, c'est ça qui va faire que dans les moments difficiles, les joueurs ne paniqueront pas. Ils ne mettront pas la faute sur l'autre joueur ou l'entraîneur. Ils savent qu'ils ont eu du succès, ils ont juste à faire des petites modifications, travailler un peu plus fort, être un peu plus chanceux, avoir moins de blessures, puis la roue se remet à tourner dans le bon sens, et puis c'est comme ça qu'on s'entend. Les équipes qui sont les plus stables ont du succès sur long terme. Quand je parle de long terme, c'est oui dans ta saison, mais sur 3, 4, 5 saisons. Donc, quand tu es capable de garder ton noyau le plus gros possible, le plus stable possible, je pense que c'est là que tu peux avoir du succès sur le long terme. Oui, puis à Bienne, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est que c'est la seule équipe, je crois, de National League qui a le top scorer qui n'est pas étranger. C'est Fabio Hofer. Il est en train d'exploser là. Bon, on le connaissait à Ambry, hein, où il était très bon. Là, il est à Bienne. Est-ce que tu penses que c'est sa saison pour lui? Il est en train d'exploser là? Ah ben, s'il maintient le rythme, c'est sûr que ça va être sa saison, parce que là, il a 17 points. Très bien. Il va vraiment très bien. C'est un joueur qui est très énergique. Il est toujours bien positionné. Il comme on dit, il a le nez offensif toujours pour se placer au bon endroit. Puis quand il est dans le slot, comme on dit, il dégaine très vite. Donc, c'est un marqueur un marqueur né. Donc, c'est sûr que si on voit le Bienne au deuxième rang, c'est un élément jusqu'à maintenant qui a fait la différence du côté Bienne. Je vais dans le chat vite fait. Il y a Ludovic qui nous dit As a retrouvé son niveau. C'est vrai qu'il a 11 points en 13 matchs depuis le début de la saison. On l'a pointé du doigt un peu dû à l'an passé, à ses chiffres, ses statistiques offensives qui étaient en deçà des attentes. On attendait monts et merveilles de lui. Quoi. Exactement, mais cette saison, c'est vrai que surtout jumelé avec Hofer, ça va très bien. Et Ludovic rajoute également par rapport au gardien Satteri qui est très bon. C'est vrai qu'en l'absence de Van Pottelberg, Satteri fait du très très bon travail. Ce sera un solide duo au retour de Van Pottelberg. Il demande également quand le match de rattrapage contre Fribourg, le match qui a été annulé d'ailleurs, qu'on devait faire. On attend nous aussi des réponses pour l'instant, la Ligue qui a toujours pas. Évidemment, Fribourg est encore engagé dans la Champions Hockey League, donc ça peut peut-être changer la donne si par exemple Fribourg venait qu'à perdre en quart de finale ou en demi-finale. Évidemment, les horaires seraient différents. Fabien, par rapport à ce qu'on disait, nous dit stabilité et identité, c'est souvent le
synonyme de bonne performance. Ludovic qui rajoute, Tormanen est aussi un des coachs les plus modernes et modestes de la Ligue. Un gentleman et un fin technicien selon lui. Et il y a Fabrice qui dit, offert va-t-il faire comme Marchand une énorme saison puis disparaître? Je trouve peut-être un petit peu difficile. Oui, je comprends le début de saison de Nathan Marchand est difficile, mais il est encore très jeune. À voir quand même. C'est vrai que Fabio Offert jusqu'ici est très très bon du côté du HC Bienne. Et Sateri, je veux peut-être ton avis là-dessus, Jérôme, avant qu'on passe à Fribourg-Gotteron justement. Harry Sateri fait le travail. Est-ce que tu aurais quand même aimé voir un petit peu plus Simon Ritz? Alors Sateri fait le travail, oui. Plus Simon Ritz, il a joué à Langnau, ouais. Tout le match, bien à gagner. Il est rentré sur un match à Rapperswil. D'ailleurs, le fameux match où Bienne était mené 5-1 et puis ils échouent juste à la fin. Après, je ne sais pas si c'est Sateri qui demande de jouer autant de matchs, peut-être pour s'acclimater aux grandes patinoires, aux jeux suisses, je ne sais pas. Après, faire jouer plus Simon Ritz, oui, lui, je pense que lui, il a envie de jouer plus. Est-ce qu'on garde cette dynamique aussi du côté du HC Bienne? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Patrick. Est-ce que Simon Ritz doit jouer plus? Est-ce que si tu as ton gardien numéro 1 qui demande à jouer, tu le fais jouer pour pas couper son rythme? C'est difficile quand même pour gérer, quoi. Est-ce qu'on consulte souvent les gardiens? Est-ce que l'entraîneur de gardien ou toi ou l'entraîneur-chef consulte son gardien pour savoir est-ce que tu le veux ce départ-là, je te le donnerai, mais est-ce que tu te sens prêt? Ou si c'est vraiment une décision prise à l'interne avec les entraîneurs? Normalement, c'est plus une décision prise à l'interne. De toute façon, les gardiens, ils veulent tous, que ce soit le premier ou le deuxième, ils veulent tous jouer les matchs. Donc, eux sont toujours, normalement, ils sont toujours prêts à jouer. Donc, là, Bienne sont dans une séquence. Quand tu as vraiment une séquence victorieuse comme ça, tu veux, quand tu es au haut de la montagne, tu essaies de rester le plus longtemps possible parce que tous les points sont importants. Hein. Les points de début de saison sont aussi importants que les points de fin de saison. Donc, peut-être que là, ils ont dit, bon, on est sur une bonne période, tout va bien, on se donne le plus de chances possible pour ramasser le plus de points possible présentement parce qu'ils sont dans une bonne période, parce qu'on sait, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas toutes les gagner. Hein. Donc, peut-être après, quand ça va recommencer à venir un peu plus normal, on va dire, peut-être de donner des matchs à l'occasion au deuxième gardien. Oui, à voir si Bienne va poursuivre sa séquence victorieuse. Au moins, à quel moment ça se terminera. Mais ils ont un match en main sur Genève Servette et 3 points derrière. Donc, avec une victoire, pourraient les rejoindre en tête avec ce match en main. Donc, un premier quart de saison très intéressant du côté de Bienne. Et maintenant, on va poursuivre dans le classement. Une équipe qui remonte dangereusement d'ailleurs au classement. On va parler de Fribourg-Gotteron. Et je me tourne tout de suite vers le chat parce que je vais répondre à un commentaire de Fabrice là, à la suite de ce que j'ai dit par rapport à Genève qui avait le luxe d'attendre avant de se précipiter, avant de signer un 7e étranger. Fabrice nous dit que Fribourg joue avec 6 étrangers seulement depuis une semaine et ne se sont pas précipités. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le début de la saison, Christian Dubé nous dit qu'il va être très patient, qu'il n'engagera pas un 7e étranger, que c'était pas dans les plans, mais que là, la blessure et les performances en début de saison de l'équipe et la blessure à Sorensen l'a un peu forcé la main à aller dénicher Victor Rask, qui est selon moi une très bonne signature. Mais je voulais dire précipité dans ce sens-là, non pas qu'en début de saison, non pas qu'ils ont fait rapidement pour signer Rask, là. Bref, je ne sais pas si c'était clair, mais je ne voulais pas pointer du doigt la vitesse à laquelle Christian Dubé a signé ou non Victor Rask. Mais quand même, Fribourg-Gotteron qui a 4 victoires à ses 5 derniers matchs, a marqué des points dans... c'est quoi? C'est... vite fait, 3, 6, 8. Dans 7 de ces 8 derniers matchs, ils ont obtenu au moins un point de classement, remontent en 4e position. C'est là où on les voyait. Et dans le chat, on nous parlait tout à l'heure de Nathan Marchand. Il y a également eu le commentaire que, je vais le retrouver juste ici, c'est Marcel qui nous dit « Marchand n'a pas le même rôle que l'année passée ». Pat, est-ce que tu penses que Nathan Marchand est justement l'un des exemples
du fait d'amener 6 étrangers, que le rôle peut changer pour un attaquant qui avait fait ses preuves la saison dernière, a fini meilleur buteur de l'équipe, mais que cette saison, ben, avec les 6 étrangers, avec le surplus de talent, glisse un peu dans l'effectif et n'a pas nécessairement le même rôle que la saison dernière. Est-ce que tu penses que c'est exactement le parfait cas de figure de rôle qui change pour un joueur suisse? Bon, effectivement, ça a des impacts quand tu rentres deux joueurs supplémentaires, deux joueurs étrangers supplémentaires. Ça va avoir des impacts à quelque part à un moment donné sur des joueurs suisses. Quand c'est une question de confiance, c'est Marchand, je vois plus, il était plus aligné sur les deux premiers trios, avait un peu plus de temps de jeu sur des power play. Le joueur marque un but, marque 2 buts, c'est bien en confiance. Là, c'est plus difficile de se mettre en marche parce que il y a moins d'occasions de se faire valoir dans le style de jeu qu'il a. Ça, c'est une réalité que, bon, là, on parle de Nathan Marchand, ça doit être la même chose dans toutes les équipes. Il y a certainement un joueur, quelque part, qui a écopé au niveau de son rôle. Donc, ça, c'est évident, ça. Il y a beaucoup d'équipes qui vont à 5 étrangers devant. Là. Quand tu es rendu à 5 étrangers devant, tu t'en mets 3 ou 4 sur ton premier power play, puis il en reste 2 pour le deuxième. Donc, ça laisse beaucoup moins de place pour les joueurs suisses. Mais je pense que moi, j'aime beaucoup Nathan Marchand. C'est un joueur qui est en début de carrière, il était tout jeune. Peut-être que physiquement, il n'était pas tout à fait prêt. Mais là, l'année dernière, on l'a vu, c'est beaucoup de vitesse. J'ai beaucoup aimé de sa façon donc il se comporte. Les bagarres en 1 contre 1, c'était difficile en début de carrière. Là, on le voit que physiquement, il est capable de tirer son épingle du jeu. Mais c'est un joueur qui est un jeune joueur qui est talentueux. Il va s'en sortir. Quand une saison est longue, il va avoir son rôle peut changer durant la saison. Et puis de rester, je pense que c'est un jeune joueur qui va s'en sortir. Il y a plusieurs points positifs également de ce premier quart de saison du côté de Fribourg-Gotteron. Je me tourne vers toi, Jérôme. Oui, il y a la blessure à Otto Berra qui est négative, mais les performances de Connor Hughes depuis qu'il a pris la cage sont très, très positives. Il y a Ludovic qui nous en parle. Il y a également Fabrice qui nous dit que dire des excellentes performances de Connor Hughes. Personne ne le voyait aussi bon, mais bravo à lui. Et tout ça a commencé à Connor Hughes, même en Champions League. Ouais, c'est ce que je voulais dire. J'ai commenté Fribourg en Ligue des Champions. C'est Connor Hughes qui a joué. Alors le match... c'était contre les Stavanger à la BSF Arena. Les 3-4 premiers arrêts, c'était un petit peu laborieux. Tu sentais comme s'il était un petit peu stressé. Il relâchait les pucks. Et au fil du match, il a pris confiance. Il a bloqué les pucks. Le match retour à Stavanger aussi, c'était une grosse performance derrière de la part de Connor Hughes. Les matchs en National League aussi. Il est en train de prendre la bouteille. Il est en train de prendre de l'expérience. Il voit que les joueurs lui font confiance. Il réalise aussi des gros arrêts et évidemment, c'est tout bénef pour Fribourg. Et ça permet aussi au staff fribourgeois de faire que Reto Berra se remette à 100%. T'es pas obligé de vite refaire revenir Reto Berra à 90% en disant « Hey Reto, est-ce que tu peux jouer ce soir parce que Connor, ça va pas ?» Non, là, Connor Hughes, il est bien dans les buts. Donc ça permet aussi à Reto Berra de vraiment se soigner, de prendre son temps. Alors prendre son temps entre guillemets évidemment parce que je pense qu'il a envie de revenir le plus vite possible, mais tu mets pas de pression sur Reto Berra et je pense que ça c'est entre guillemets un luxe qu'a Fribourg cette année. Ouais, et moi j'étais à Ambry pour le match de vendredi soir. J'ai vu jouer Connor Hughes, j'ai vu jouer Fribourg-Gotteron devant Connor Hughes également. Ça a été une belle victoire pour Fribourg, une équipe qui semblait confiante devant son gardien aussi, qui n'a jamais paniqué malgré les attaques d'Ambry, qui a légèrement dominé quand même le premier tiers. Mais j'ai senti, autant Connor Hughes que l'équipe, très en contrôle. Pat, évidemment, moins peut-être moins de buts, peut-être moins tranchant offensivement du côté de Fribourg-Gotteron, mais tranquillement, j'ai l'impression qu'on revoit une équipe en plein contrôle de ses moyens. Là, même si contre Ajoie, peut-être que c'était pas parfait, mine de rien, là, la mayonnaise recommence à prendre.
Oui, ça c'est du côté de Fribourg. Encore là, c'est une équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un noyau qui est là depuis longtemps. Christian Dubé fait un excellent travail avec eux. Euh, je veux dire, on savait que c'était une question de temps pour que Fribourg revienne au haut du classement. Donc, on voit la régularité. C'est une équipe qui est très expérimentée, qui ne panique pas. Encore là, chaque joueur est assis dans la bonne chaise. Tout le monde connaît son rôle. On parlait de Connor Hughes. Je pense que qu'est-ce qui se passe présentement? C'est la meilleure nouvelle qui ne pouvait pas arriver à Fribourg parce que, comme tu l'as dit, Jérôme, les joueurs ont pris confiance en leur gardien. Et le jeune gardien a pris confiance aussi. Là, il sait qu'il est capable de jouer dans une équipe de premier plan. S'il arrive, tout le monde sait que c'est Vera le premier gardien, mais s'il arrive une blessure, il n'y a personne qui va paniquer dans cette équipe-là parce qu'on sait maintenant que Hughes est capable de faire le boulot. Donc ça, dans le passé, en tant qu'entraîneur, on savait que si Vera ne jouait pas le match ou si Vera avait une blessure, tout de suite, ça pouvait venir laborieux du côté de Fribourg parce que les joueurs étaient moins en confiance et le gardien aussi était moins en confiance. On sentait une différence, c'était notable. Maintenant, que ça arrive en début de saison comme ça pour Fribourg, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Ils ont remonté au classement. Berra va revenir. Là, le staff va être capable de donner un peu plus de congés à Berra durant la saison parce qu'ils vont savoir que Hughes est capable de faire le boulot, est capable d'aller chercher des points. Et je pense que ça va être bénéfique pour le playoff. Parce qu'on va avoir un Berra qui va jouer peut-être un peu moins de matchs parce que Hughes est capable de faire le boulot. Mais quand il va arriver au playoff, Berra va être à 100% et prêt à aider Fribourg. C'est le genre de cas où, justement, un joueur a une première possibilité vraiment de montrer de quoi il est capable de faire sans la peur de donner un mauvais but, de perdre le filet, tout ça. Il sait qu'il sera le gardien numéro 1 pour les prochaines semaines. Et il profite de cette chance-là pour montrer ce qu'il est capable. Il y a une question très intéressante qui nous est arrivée dans le chat de la part d'Edmond. Elle t'est destinée, Patrick. Il demande comment parler à son gardien numéro 2, dans ce cas-ci, dans le cas de figure Connor Hughes, alors qu'autour de lui, on parle d'aller chercher un autre gardien. Là, il met entre parenthèses Ludovic Weber parce qu'il y a eu des rumeurs quand Berra s'est blessé que Fribourg voulait rapatrier Ludovic Weber en son absence, donc de ramener un gardien pour prendre la place de Berra à la place de Hughes. Évidemment, c'est des rumeurs, mais à l'interne, est-ce que c'est des discussions qui existent entre coach, gardien, DG, gardien? Est-ce qu'on en parle ou si on balaie ça sous le tapis et on fait comme si de rien n'était? Bon, je ne suis pas dans le secret des yeux parce que je ne suis pas dans le vestiaire de Fribourg. Si cette discussion-là a eu, je ne pense pas que la direction ou le coaching staff ait parlé à demander l'avis à Hughes ou quoi que ce soit. Mais maintenant, on sait maintenant que c'est plus d'actualité. Je pense pas qu'ils vont faire ce genre de move. Et je pense pas non plus que Zurich soit très intéressé à donner des chances à une équipe comme Fribourg. Donc, mais ça prouve que qu'est-ce qui se passe présentement dans le camp dans le camp de Fribourg présentement, c'est que du positif pour cette équipe-là. Donc, là, ils viennent de stabiliser leur poste de gardien de but en ayant un excellent duo. Ouais, et je reste dans le chat là pour terminer sur Fribourg. Il y a eu beaucoup de questions sur les étrangers, sur Sorensen, sur Rask. Il y a Ludovic qui dit qu'ils vont faire mal une fois qu'ils auront trouvé leur marque. Il y a également Rodrigo qui nous dit les deux ne semblent pas à 100%, mais qu'est-ce que ce sera plus tard? Il y a également un petit peu plus loin, là, j'ai perdu. Voilà, Sorensen doit être plus discipliné. Sinon, l'équipe est au top. Bravo, Fribourg. Pour avoir vu jouer Victor Rask, il est en train de prendre ses marques et sera certainement très dangereux
dangereux dans cette ligue-là. Il a un très bon coup de patin, protection de rondelle, gros gabarit. Il a beaucoup plus d'offensive, par exemple, qu'un Jacob Delarose. Et Sorensen, à la base, ne devait pas jouer le match de samedi. C'est en l'absence de Delarose pour des raisons familiales qu'on lui a dit finalement tu joues, mais il est arrivé avec comme mentalité qu'il était spectateur, donc est rentré un peu dans le match en retard et surpris. Il ne devait pas revenir au jeu à cette date-là. Donc, évidemment, pour la préparation d'un joueur, je pense que ça change beaucoup de choses aussi. Ça peut expliquer pourquoi il est sauté dans le train alors que le train était en marche. C'est un peu... c'est ça que je vais utiliser comme expression. L'expression est bonne. Ouais, donc donnons-lui quand même la chance d'avoir d'autres matchs parce que c'est un joueur évidemment très talentueux. Mais oui, les deux ensemble, je pense que ça peut faire un sacré bon duo du côté de Fribourg-Gotteron. Donc, qui est remonté à la 4e position à ce quart de saison. On va descendre maintenant quand même beaucoup au classement. Parce que les deux dernières équipes desquelles on va parler sont très loin dans le classement. On va parler de l'équipe en 12e position, c'est le Lausanne Hockey Club. Jérôme, le LHC qui a réussi à aller chercher un point contre Davos samedi, mais dans l'ensemble, c'est un début de saison catastrophique, je vais le dire comme ça, pour Lausanne, avec le contingent qu'ils avaient de n'avoir que 15 points en 15 matchs. 12e au classement. Ça fait partie des grosses déceptions de ce début de saison. C'est clair qu'un point par match pour Lausanne, c'est clairement insuffisant. Comme tu l'as dit, avec l'effectif surtout qu'a le LHC. Vendredi à Bienne, ils sont passés à côté de leur match. Même si Bienne a fait un bon match, Lausanne est passé à côté. Défaite à Bienne. Et puis, il y a eu ces deux visages contre Davos samedi. Il y a eu 2 tiers où Lausanne est pas là. J'ai commenté ce match. Et tout à coup, au début du 3e tiers, tu as l'impression que Lausanne s'est métamorphosée. Alors, c'est un ressenti personnel, hein. J'ai aucune information, je vais te dire ce que j'ai ressenti moi. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés au 3e tiers en disant foutu pour foutu, on va jouer maintenant au hockey. Et j'ai senti que tout à coup, ils faisaient des passes qu'ils ne faisaient pas pendant les 40 premières minutes. Ils ont pris un petit peu plus de risques. Il y a des joueurs qui ont commencé à dribbler des adversaires. Il y a des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. Du coup, ils ont, entre guillemets, un petit peu enflammé le match. Ils se sont créés des occasions. Le public, tout d'un coup, a vu ça et a commencé à chanter un peu plus fort. Il y a eu cet engouement un peu... populaire où tu sens que Lausanne est en train de prendre l'avantage sur Davos dans le jeu. Il y a des occasions, les joueurs ils sentent que le public pousse, donc eux ils y vont aussi un petit peu plus, le public pousse encore plus, et puis tout à coup ils ont été pris dans cet engrenage, ils ont mis 2 buts complètement mérités, hein. Lausanne a dominé ce 3e tiers, et je t'en parlais aussi ce matin quand on a préparé Overtime. Ce Lausanne des 2 premiers tiers, il m'a un petit peu fait penser au Fribourg-Gotteron sous Mark French, où tu as des joueurs qui sont trop encadrés, qui n'arrivent pas à vraiment donner ce qu'ils ont envie de donner. Alors, je ne sais pas s'il y a trop de consignes données aux joueurs. Tu as l'impression que les joueurs réfléchissent trop. Et là, dans ce 3e tiers, j'ai l'impression qu'ils ont joué un peu à l'instinct. Où tu dis, dans ce cas de figure-là, je donne à l'ailier, ça passait. Les passes arrivaient dans les cannes. Et Lausanne a fait un bon 3e tiers. Après, voilà, la prolongation, la loterie des pénaltys, ils ont perdu leur 4e match de suite. Et Tim Boson me le dit à l'interview, il me dit, on doit construire maintenant la suite sur ce 3e tiers. Alors, on avait déjà dit que Lausanne devait construire la suite quand ils ont gagné 6-1 contre Zug. Ça a pas marché. Mais là, franchement, il y a eu quelque chose, et dans l'interview, il le dit d'ailleurs, Tim Boson, depuis la défaite de Bienne jusqu'à ce match contre Davos, ils ont passé des moments difficiles, il y a eu des discussions, il a dit à l'interview que ça allait rester à l'interne. Alors je ne sais pas, Patrick, il y a peut-être eu une prise de conscience à Lausanne, les joueurs se sont peut-être dit des choses, je ne sais pas, mais toi, quand tu vois Lausanne 12e avec 1 point par match, je pense que comme nous, tu es assez surpris. Oui, c'est sûr que je pense pas que personne aurait mis en début de saison Lausanne au 12e rang là, après le premier quart de saison. À l'heure de charge, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Des fois, pour l'avoir vécu, des fois, on imagine ton alignement, mais quand il manque des joueurs importants, des fois, ça change la dynamique un peu. Ceci étant dit, je pense que du côté de Lausanne, il y a un problème au niveau de la régularité. On ne se le cachera pas. C'était
c'est une équipe qui a de la peine à aligner les bonnes performances. Même durant le match, des fois, comme tu sais, des fois, un bon premier tiers, deuxième, troisième, c'est beaucoup moins relevé. Mais on voit que les joueurs tiennent les cannes. Les cannes sont serrées dans les mains, on dirait. Là. Les joueurs sont nerveux. Ils veulent bien faire. Et puis, c'est une question de confiance. Hein. Quand les joueurs ne sont pas en confiance, la prise de décision, pas qu'elle est moins rapide, mais souvent elle est moins efficace, moins bonne. Et puis, on fait des choses qui, pas pour mal faire, mais des choses qui, dans une période où tout va bien, on se comporte de façon différente. Donc, il y a beaucoup de joueurs, par contre, qui sont en deçà de vraiment les performances qu'ils devraient donner. Donc, c'est un peu de tout. Là. Le problème est un peu pas juste. On ne peut pas cibler un joueur ou une action. Ou, je veux dire, le problème est un peu plus général. Donc, je pense que les joueurs, il faut qu'ils continuent à travailler fort, et garder le jeu le plus simple possible. Essayer d'être moins stressé, d'amener un peu plus de sourire dans les visages pour être en mesure de performer. Mais dans une situation que vivent présentement, c'est difficile. C'est facile à dire, mais c'est difficile pour les joueurs. Mais moi, j'ai vu le match de samedi. Le troisième tiers est encourageant de la façon dont ils ont vraiment élevé leur jeu. Et puis, peut-être un peu plus chanceux, elle aurait pu gagner le match avant la fin du troisième tiers. Donc, faut qu'ils bâtissent sur les bonnes choses qu'ils font. Essayer d'améliorer les quelques points, mais ils devront être plus incisifs en offensive. Essayer de profiter de leur change, puis aller plus vers la cage pour provoquer un peu plus d'offensive. Moi, il y a une chose qui m'a marqué aussi samedi, c'est sur l'égalisation de Fuchs à un partout, et puis Boson qui marque le 3-4. Leur cri, quand il marque, c'est pas un cri de joie. T'as l'impression que c'est un cri de... Je sais pas comment dire, un cri de rage en fait. Comme pour dire, yes, on a réussi à marquer. C'est pas, ils ont pas un visage content d'avoir marqué. T'as l'impression que c'est un visage de soulagement et en même temps de cette rage qui s'évacue. Parce qu'eux-mêmes, ils voient très bien que ça fonctionne pas. Mais tu vois qu'ils ont envie de bien faire. Ils jouent pas contre l'entraîneur, ils jouent pas contre la direction. Tu vois qu'ils ont envie, tu vois qu'ils se donnent la peine et puis que ça fonctionne pas et ça devrait fonctionner. Ben, tu dis ça et moi, la première image qui me revient à l'esprit, c'est lorsque Damien Ria a marqué son premier de la saison, à quel point on dirait qu'il avait enlevé le canapé sur ses épaules. Le canapé, je pense qu'il y avait le set de salon au complet. Il y avait la maison. Il y avait la maison au complet. Non, mais on parle, Patrick, tu parlais de pression. À quel point, depuis le début de la saison, tout le monde pointe du doigt John Foust. Là, il y a même des banderoles qui sont sorties, les supporters dans le virage ouest là, qui ont sorti la banderole Peter Svoboda, assume tes erreurs. Il y a beaucoup de pression autour du club. Beaucoup de gens sont mécontents. Même dans le chat, là, je le lis, à quel point il y a Olivier qui dit le LHC côté tactique, c'est catastrophique. Impossible de jouer niveau d'énergie comme on a vu en troisième période sur 60 minutes. Marc, ça fait 4 ans qu'au LHC, on recule. Tout le monde arrive avec ses différentes solutions. Pat, tu parlais quand même de la constance. Ça fait 2 ans que cette équipe-là, c'est ce qu'on pointe du doigt, la constance. Les performances ne sont jamais égales, ne sont jamais du même niveau. On ne sait pas sur quel LHC on va tomber. Tim Boson l'a dit à l'entrevue, on s'est regroupé à l'interne. Est-ce que tu penses que cette équipe-là peut retrouver constance, retrouver confiance, retrouver un niveau de jeu à l'interne? Est-ce que tu penses que c'est faisable de changer un peu après les 15 premiers matchs difficiles qu'on vient de connaître, de changer tout ça et que la solution se trouve à l'interne? Il y a toujours des solutions.
c'est sûr que les joueurs, à un moment donné, il faut que les joueurs se responsabilisent aussi. Souvent, les joueurs ont dans des périodes où ça va bien, c'est facile tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et puis quand ça va moins bien, on se met à l'écart en tant que joueur. Mais c'est probablement humain de faire comme ça, mais quand t'en as trop dans ton équipe qui ont de la peine à se regarder, mais c'est un amalgame de tout ça. Comme j'ai dit, c'est pas, on peut pas pointer les insuccès de Lausanne que sur un point. Donc, il y a plusieurs choses. Puis la meilleure, c'est cliché de dire ça, mais c'est d'essayer d'aligner des victoires. C'est la seule façon de retrouver comment on le fait. C'est la clé pour être capable de faire le casse-tête. Mais c'est sûr que quand on est rendu à 15 matchs comme ça sur une saison de 52, donc il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence au niveau des joueurs, là. Je vais faire un tour dans le chat là, parce qu'évidemment, on a beaucoup de commentaires. Il y a Sébastien qui nous demande: pensez-vous que le message des supporters va faire bouger les choses à Lausanne? Le message, c'est une chose, mais je pense aussi que la Vaudoise Arena n'est pas toujours pleine non plus. Hein. Même pour l'ouverture locale, c'était à moitié rempli. L'ambiance qui n'est pas toujours au top. Je pense que ça passe un message clair aussi. Quand Lausanne gagne, la patinoire est remplie, il y a de l'ambiance à la Vaudoise Arena, mais c'est une grande patinoire. Hein. Et quand c'est à moitié vide ou à moitié plein, tout dépend de comment on le voit, ça devient mort assez rapidement, une grande patinoire comme ça. Ça paraît encore plus vide. Donc peut-être que ça aussi, ça peut faire réagir. Il y a Ludovic qui nous dit on parle de la banderole, révélateur du malaise grandissant. Les gens ne s'identifient plus à cette équipe. Marc qui nous dit sans un départ de Svoboda, ce sera compliqué de gagner en stabilité sur le long terme. Il rajoute il manque clairement des joueurs de qualité chez les étrangers. Les messages sont toujours dans ce sens là, et évidemment, il y a beaucoup de problèmes à régler, mais Pat le disait, hein, parfois, les joueurs doivent se regarder dans le miroir, parce que oui, c'est facile de changer un gars, ce serait facile de changer Foust, mais au final, c'est plus difficile de changer une équipe, et le problème, parfois, il vient aussi des joueurs. C'est difficile de pointer seulement une personne du doigt. Il est facile à pointer Foust du doigt. Il est derrière le banc. Il est le coach de cette équipe-là, mais c'est un problème qui est certainement plus global que seulement John Foust. Je pense qu'il a sa part de responsabilité, comme dans toutes les équipes, mais après, c'est pas lui qui fait la mauvaise relance. C'est pas lui qui manque la cage vide. C'est pas lui qui tire à côté du but. C'est pas lui qui arrive pas à poser le power play. Donc je pense que, comme l'a dit Pat, au Lausanne Hockey Club, le problème, c'est l'ensemble, pour l'instant. C'est vraiment, c'est une équipe, et le problème, c'est l'équipe pour l'instant. Est-ce que si en alignant 2, 3, 4 victoires de suite, tout à coup, les joueurs vont prendre confiance? C'est possible aussi, mais moi, je trouve que les supporters sont durs quand ils disent que les étrangers n'ont pas le niveau, quand ils disent que les Suisses n'ont pas le niveau. Je sais pas ce que t'en penses, Pat, je sais pas ce que t'en penses, Joe, mais moi je trouve que c'est dur, parce que quand tu regardes l'équipe de Lausanne sur le papier, il y a beaucoup d'autres équipes de National League qui aimeraient ces joueurs-là. Il y en a qui critiquent les transferts cet été. Ils sont allés chercher Sidler, c'est un jeune en devenir, je pense pas que c'est un mauvais transfert. Ils sont allés chercher Michael Ugly qui cartonnait à Bienne. Je pense pas que tu peux critiquer ce transfert-là. Ils sont allés chercher Kovac et Odette, qui sont des spécialistes du powerplay dans leur équipe respective. C'était le point faible du LHC l'année passée, le powerplay. Donc tu vas chercher 2 étrangers qui sont spécialistes du powerplay. Donc au niveau de transfert, je pense pas qu'il y a eu d'erreur. En tout cas, c'est mon sentiment. Tu parles de Sidler. On a une question de Laurent dans le chat, qu'on salue, Laurent Antonioli, notre collègue commentateur ici à MySports. Et elle était destinée, Pat. Il demande comment vous analysez le fait qu'un jeune défenseur, en parlant de Sidler, puisse passer de surnuméraire à la Swiss League à 20 minutes de temps de glace sur le powerplay. C'est vrai que, je veux dire, tout ça en l'espace de quoi, 2-3 matchs? Une semaine? C'est vrai que le message est assez curieux quand même. Comment tu analyses ça?
Bon, là, c'est sûr que dans le cas de Sidler, là, il y a plus de responsabilités dû au fait que, bon, il y a des défenseurs qui sont blessés. T'as des défenseurs qui sont beaucoup plus offensifs, qui sont absents présentement. Donc, la journée qu'ils vont revenir, Sidler ne sera plus sur Powerplay, son temps de jeu va descendre. Donc, maintenant, là, il essaie c'est un power play qui est en difficulté. Tu essaies de mettre les joueurs qui ont, on va dire, des aptitudes les plus offensives euh, pour jouer dans ces rôles-là. C'est définitivement, c'est sûr que Sidler normalement n'a pas sa place là. C'est pas son rôle de jouer là. Là, il est là dû au fait des blessures. Donc, le jeune est placé dans une situation, il est assis dans une mauvaise chaise pour lui. Il fait son maximum pour aider l'équipe. Mais je pense que le power play on sera en mesure d'évaluer le power play de Lausanne quand tout le monde sera revenu. Puis, je pense que là, son tâchement, j'ai vu 13%. Et je veux dire, tu peux pas, à ce niveau-là, avec les joueurs qu'ils ont, tu peux pas être à 13%. Ça, c'est définitif. Quand après ça, tu te demandes pourquoi t'arrives, tu perds ton match par un goal, mais le goal qui te manque, c'est ton goal en power play que tu réussis pas à marquer. Donc, sont dans une situation où ils doivent gagner des matchs, il manque des joueurs importants. C'est pas une situation qui est facile, mais ils doivent trouver des solutions parce que la saison avance, ils peuvent pas rester où ils sont présentement. Ouais, mais quand même, le classement qui est serré, hein. Donc, si on se remet à gagner, ça peut Oui, changer assez vite. Donc, rien n'est perdu quand même pour le LHC, mais un premier quart de saison très décevant. On va passer à la dernière équipe romande, 13e du classement, c'est le HC Ajoie. Bon, Jérôme, les Jurassiens qui ont eu un bon début de saison, qui ensuite ont connu une séquence là, de 7 défaites de suite. La victoire contre Lugano était à gagner, clairement. Et je pense que ça a fait du bien quand même. Bonne prestation à Fribourg, même si on perd. Quand même, cette équipe-là, par rapport à l'an passé, nettement améliorée, je pense, sur le fait de la compétitivité. On est beaucoup plus compétitif dans nos matchs et beaucoup plus à prendre au sérieux quand même que l'an passé. Ben, disons qu'il y a pour l'instant un seul match où ils sont passés à côté, c'est le match à Davos. Sinon, ils sont toujours dans le match. Ils ont fait des retours contre Ambry, contre Berne, notamment, où ils sont contre Ambry, ils perdent aux prolongations, mais ils étaient menés de 3 ou 4 buts. Contre Berne, ils étaient menés 2-0, ils gagnent 3-2 aux prolongations. Là, à Fribourg, ils auraient pu aussi aller chercher au moins un point. Donc oui, là, ça a progressé au niveau du HCA, une équipe beaucoup plus compétitive. Par contre, au classement, bah, c'est avant-dernier. Donc là, ça ne suit pas pour l'instant. 15 matchs, 14 points. C'est un petit peu moins d'un point par match. À la fin du mois, ils doivent savoir s'ils renouvellent ou pas leur étranger Bakoche. Ouais. Alors, je ne sais pas s'ils vont le garder ou pas le garder. Le retour de blessure de Jonathan Hazen a l'air de faire du bien au HCA Joie. Il retrouve sa complicité avec Phil Michael DeVos. Maintenant, il faut voir si ça va tourner parce que bien jouer, c'est une chose, être compétitif, c'en est une autre, mais faire des points, c'est finalement ça qu'on va retenir au final. Et un peu tout le monde va te le dire, t'as meilleur temps de pas bien jouer et faire des points que de bien jouer et pas en faire. Donc oui, c'est bien au niveau du jeu du HCA, maintenant il faut que ça se concrétise au niveau des points. Ouais, et dans le chat, il y a Marc qui nous dit Bakoche, je le garderai si l'argent est là, mais je pense que le HC Joie analyse en ce moment la situation aussi, où sont les besoins dans l'équipe pour voir si on garde Bakoche ou non. Et il y a une question de Thomas que je vais te poser, Patrick. Pensez-vous que le HC Joie va continuer comme ça ou sont-ils en dessous de leurs moyens et pourraient éventuellement enligner 4 ou 5 victoires là, rapprochées pour peut-être remonter aussi? On est déjà à côté, peut-être dans le maximum de potentiel qu'a cette équipe. bon, écoutez, c'est une équipe qui est on va dire en progression, peut-être pas au niveau des points, mais au niveau de sa façon de jouer, ils sont beaucoup plus intenses. Euh, sont rarement largués tôt dans le match, donc ils se présentent pour jouer un match de 60 minutes.
Ils ont eu du succès en début de saison, ils sont allés chercher beaucoup de points. Là, c'est un peu plus difficile, mais il y a certaines équipes qui doivent faire des points. Je pense que le dernier match contre Cloton, c'est impardonnable pour eux. Je veux dire, sont une équipe de bas classement comme eux. Il y a des équipes. Il y a des équipes qui peuvent dire on va chercher des points, 1 point, 2 points contre Genève un soir ou contre Bienne un soir. OK, ça, c'est des points cadeaux, on va dire. Mais il y a des équipes qu'il faut que tu comptabilises des points contre ces équipes-là. Et je reviens au dernier match contre Cloton. Je veux dire, pour eux, c'est des points qui vont peut-être faire mal à la fin de la saison. Mais j'aime la façon dont ils se comportent et ils travaillent bien, sont beaucoup plus intenses. Leur alignement s'est amélioré aussi. Faut qu'un gardien également soit capable d'aller chercher un match un soir aller chercher des points sur un match 45 tirs contre 28, puis ils sortent de là avec 2 points ou 3 points. Il faut que les gardiens, à l'occasion, mais ils ont les gardiens qui sont capables de faire, d'aller gagner des matchs. Tu sais, des fois, dans ton équipe, tu as un gardien, c'est un bon gardien, mais ils ne gagneront pas de match à lui seul. Puis je pense que les gardiens qui sont là sont, à l'occasion, sont capables d'aller chercher des grosses performances pour aller chercher des points. Oui, enfin, ils ont un duo de gardiens aussi. Tchatcho fait très bien depuis le début de la saison. Wolf, on l'a bien découvert en National League. Là, il a saisi sa chance l'année dernière avec des très bonnes performances. Probablement le point le plus positif de la saison du HC Ajoie l'an passé. Enfin, là, on a un duo de gardiens. On peut donc jouer avec un le vendredi, un autre le lendemain, ce qui est un luxe aussi pour la Chageois par rapport à la saison dernière. Il y a Fabien qui nous dit également que TJ Brennan est une bonne trouvaille. C'est vrai que son niveau a augmenté au fil grandement des matchs, augmenté, TJ Brennan. Je veux quand même parler au coach parce que Patrick, je reviens sur le match de samedi. Nous, on l'avait comme soirée interactive. C'était le Ajoie-Fribourg. Et à la fin du match, l'entraîneur Philippe Péchand décide de retirer son gardien avec 4 minutes quelques à faire à la rencontre. C'est à ce moment, si je ne me trompe pas, c'est 3-2 ou 4-2. C'était... non, c'est 3-2. 3-2, voilà. On essayait de revenir dans le match du côté d'Ajoie, enlever le gardien de but avec 4 minutes quelques à faire au match. C'est une mode qu'a instauré, entre autres, Patrick Roy en Amérique du Nord. Il l'avait fait en NHL. Du côté de Davos, on l'a fait également retirer le gardien en prolongation. Toi, tu te positionnes où comme entraîneur? Est-ce que tu aimes cette mode d'enlever le gardien plus tôt? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Parce que c'est une question de probabilité, mais en même temps, c'est pile ou face. Oui, c'est pile ou face. Écoute, j'ai pas, comment je te dirais, chacun a sa façon de manager son banc. Moi, surtout à un goal d'écart, 4 minutes, je trouve ça tôt un peu. Tu perds par un, si tu perds par deux, là, ça c'est discutable, on peut dire, bon, là, t'as 2 goals de retard, t'as pas le temps, là, tu peux te permettre de l'enlever à 4 minutes de la fin. Euh, c'est parce que là, tu veux marquer un but, c'est 3-2, tu n'es pas sorti du match encore. Tu as encore des chances de marquer à 5 contre 5. Tandis que là, tu donnes beaucoup de temps à l'adversaire de faire l'écart là, en marquant à 6 contre 5. Là. Donc, défensivement, tu as 4 minutes pour essayer de récupérer le puck, marquer un but. Là, les probabilités, je pense que sont pas très bonnes. Je pense que, dans mon cas, moi, j'attendrais à tout le moins là, les 2 dernières minutes ou la dernière minute 30 pour enlever. Donner au moins une chance à ton équipe de revenir dans le match à 5 contre 5. Le match n'est pas terminé, il reste encore 4 minutes, il reste encore beaucoup de temps. Il peut se passer plein de choses. Faut comprendre aussi que les arbitres, si tu joues à 6 contre 5, les arbitres ne seront pas tentés à donner un power play. Quand tu joues à 5 contre 5, peut-être qu'ils vont te donner un power play pour revenir dans le match, ça peut arriver. En tout cas, mais tu as plus de chances que l'arbitre soit de ton côté à ce moment-là.
Deux buts d'écart, je suis d'accord. Un but d'écart, j'attendrai un peu. Du côté de l'overtime, ça, ça dépend ça dépend de ton équipe. Ça dépend de ton équipe, ça dépend de t'es où dans ta saison. On va le voir, d'après moi, on va le voir beaucoup plus en fin de saison parce que l'équipe doit absolument amasser un point pour finir huitième ou pour finir sixième. Là, ils vont être plus agressifs. Mais tu as des équipes qui sont très talentueuses. C'est préférable de jouer à 3 contre 3 parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire la différence, parce qu'ils sont capables de mettre 9 joueurs. Parce que normalement, c'est des trios, c'est des groupes de 3 joueurs. Tu peux en avoir 3. Donc, il y a 9 joueurs ou 10 joueurs maximum qui vont être impliqués à l'overtime. Mais si tu as 10 joueurs de qualité puis l'autre équipe en a 6, ben, tu peux, sur les 5 minutes, tu risques de faire la différence. Donc, tu vas dire, je vais attendre un peu parce que j'ai les effectifs pour être un peu plus patient. Et puis, il y a d'autres équipes qui vont dire, ben, moi, j'aime mieux être agressif au 3 contre 3 parce que si on va au penalty, non, moi, j'en ai 3 qui sont capables d'y aller. L'autre équipe en a 9. Donc, tu vas dire, j'ai moins de chance à gagner au penalty que quand. C'est sûr que si je joue contre Genève, il y en a 10 qui peuvent y aller au penalty. Donc, tu es confiant quand tu arrives dans cette période-là. Donc, c'est un peu ça qu'il faut analyser, mais je crois qu'en overtime, dans la fin de la saison, vers la fin de la saison, du 4 contre 3 en overtime, on va le voir un peu plus souvent. Pour les équipes qui ont besoin de points, ils vont peut-être être un peu plus agressifs à 4 contre 3 en overtime. Ouais, puis de passage sur overtime la semaine dernière, Ian Alston a dit que c'était prévu. C'était prévu d'avance qu'ils avaient pratiqué le 4 contre 3 en overtime sans gardien. C'est vraiment une mentalité que Davos veut instaurer. Là. Bon, Davos a perdu contre Berne. Di Domenico a marqué dans la cage vide. Il y a Rapperswil aussi qui l'a fait contre Ambry. C'est un bon exemple, Davos. Je veux dire, leur power play fonctionne très bien. Je crois qu'ils sont en haut de 30%. C'est le genre d'équipe qui peuvent se permettre. Si on parle de probabilité, c'est une équipe qui dit, OK, laquelle équipe on peut penser qu'ils vont aller à 4 contre 3. Davos, c'est sûr qu'elle vient en tête de liste avec Genève. C'est une tactique que Genève pourrait utiliser également aussi. Donc, mais je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fin de championnat, les équipes qui ont besoin de points vont peut-être utiliser un peu plus cette tactique-là. Oui, ce sera très intéressant à voir. Je vais dans le chat, il y a Patrice qui nous dit, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup réagir, là, cette décision de Péchan d'enlever le gardien. Patrice nous dit, la ligne des Fribourgeois était cramée à ce moment. C'était un bon coup à tenter. Il y a Dimitri qui en rajoute. Il l'a fait car les joueurs de Gauthieron étaient sur la glace depuis plus d'1 minute 30 et ils ont fait un dégagement interdit. Évidemment, ça, la raison de pourquoi l'avoir utilisé à ce moment-là, on la comprend. Mais il y a Marc qui nous dit Lausanne a égalisé à la 57e minute sans sortir le gardien. Donc, c'est là où tu as l'air d'un héros si ça marche, tu as l'air d'un zéro si ça marche pas. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Et là, ben, ça n'a pas marché pour Péchan. Peut-être que dans d'autres circonstances, ça aurait pu marcher. Aujourd'hui, on parlerait d'un coup de génie et qu'il essaierait le match d'après et que ça ne marcherait pas. Donc, il n'y a pas de... C'est vraiment c'est un coup de poker. C'est un coup de poker, voilà. Mais le hachet à joie, je veux qu'on finisse sur le hachet à joie en parlant quand même de Phil Manquette de Vos, qui est parmi les meilleurs pointeurs du championnat. Deuxième ce matin avec 17 points en 15 matchs. Il montre vraiment, Jérôme, qu'il a le niveau de cette National League. C'est le leader, c'était le leader offensif de l'équipe en Swiss League. C'est le leader offensif également en National League, malgré, je sais pas, honnêtement, on regarde ses temps de jeu, je sais pas comment il fait. Le gars doit être en forme parce que ses temps de jeu Il est en forme. Oui, il est en forme pour l'avoir croisé à quelques occasions. Il n'a pas beaucoup de gras sur le corps, là, mais quand même, il est... J'irai pas jusqu'à surtaxer, mais il est employé énormément et réussit quand même de merveilleuses performances. Ouais, il a 17 points, 7 buts, 10 assists. Ben voilà, c'est comme en Swiss League, il fait ses points, il est bien entouré, c'est un leader, il n'a pas besoin de 10 occasions pour mettre le puck au fond, c'est vrai. Il trouve des lignes de passe parfois que d'autres joueurs n'y auraient pas pensé. Je ne vais pas le comparer à Chervenka, mais c'est ces joueurs-là qui
t'as l'impression qu'ils voient le jeu avant les autres. Ils jouent pas le moment présent, ils jouent le futur en fait. Ils ont une seconde d'avance sur les autres. Ils savent à l'avance comment le jeu va se dérouler. Et puis ils ont ce coup de patin pris, je sais pas, une demi-seconde avant l'adversaire qui te permet d'être en avance sur le puck. C'est de voir une demi-seconde avant l'adversaire que là il y a une ligne de passe et puis ils arrivent à donner le puck. Et voilà, c'est ce que fait Phil Michael DeVos. Il a peut-être des yeux meilleurs que les autres, et puis des mains, surtout, il rate pas, quoi. L'instinct. Ouais, J'avais déjà parlé avec lui, Patrick, et il m'avait dit une fois au sujet, c'était justement après la victoire en Swiss League, DeVos m'avait dit, il avait marqué dans ce match-là, et il m'avait dit, j'ai même pas regardé avant de lancer. c'est une question d'instinct. C'est un joueur comme ça. Hein. C'est un joueur qui est pas nécessairement le plus rapide, n'a pas nécessairement le meilleur shoot, mais qu'il est intelligent. Mais globalement, son hockey sense, son instinct est assez remarquable. Oui, c'est sûr. C'est ton intelligence de jeu, l'IQ qu'on appelle, qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Je veux dire, imaginez si ce joueur-là aurait un coup de patin dévastateur, peut-être qu'il ne serait pas ici en Europe, parce qu'il y a des qualités qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Comme tu l'as dit, c'est pas un joueur qui a un gros tir, mais il trouve le moyen de placer son puck au bon moment. Il tire quand c'est le temps. Quand il a une chance de marquer, est intelligent d'analyser. Il connaît les différentes situations. En power play, il trouve toujours le joueur qui est libre. Maintenant qu'Aiden est revenu, sa production offensive pour les deux va continuer. Je pense qu'à Joie ont besoin de ce joueur-là. Même Ezen que j'aime beaucoup parce que il y a l'instinct du marqueur qui est assez encore là, lui aussi, au-dessus de la moyenne. Là, quand on parle de un pur sang pour marquer des buts, c'est des joueurs qui qui ont du succès à jouer. Imaginez s'ils joueraient avec des équipes de haut de classement, ils seraient très performants. Messieurs, ça clôt notre bilan des clubs romans de ce premier quart de la saison. On approche l'heure et demie. Rapidement, on va y aller de nos surprises et nos déceptions au niveau des clubs dans ce début de saison. Je commence avec toi, Jérôme. Ta plus grande surprise après le premier quart de la saison? Au niveau des romans ou sur les 14? Sur les 14. La plus grande surprise, moi, c'est Ambry. Ambry qui est dans le top 6, on ne les voyait pas là, mais ils sont allés chercher de sacrés étrangers avec Spacek notamment, qui cartonnent. Juvonen, il est au niveau de la fin de saison passée, parce qu'ils étaient allés le chercher juste avant la fin de la saison régulière. Donc Ambry top 6, pour moi c'est une surprise. Et puis la déception, une demi-déception avec Zug, même s'ils sont en train de faire tourner leurs 4 blocs et qu'il n'y a pas le feu dans la maison, mais Dan Tangnes qui a quand même changé toutes ses lignes la semaine passée. Donc demi-déception pour Zug, et puis grande déception, Lugano et Lausanne, on les voyait pas là. Lugano qui a quand même Koskinen dans les buts, qui allait chercher Granlund et compagnie. Avec Lausanne, alors on va dire Ambry, je vais rester au Tessin, Ambry et Lugano. Parfait. Pat, pour toi, déception et surprise? Je vais commencer par la surprise. Il y a certaines personnes vont dire que Rapperswil, c'est une surprise. Pour moi, c'est pas. Il faut arrêter de dire que Rapperswil, c'est une surprise maintenant. Là, ça fait déjà 2-3 ans là, qu'ils ont élevé le jeu. L'équipe est une meilleure structure, sont bien coachés, ils ont des étrangers qui sont dominants. Donc, ça, c'est pas vraiment une surprise pour moi. La surprise, c'est vraiment pour moi Ambry. Là, j'ai hâte de voir parce que dernièrement, là, ils ont quelques difficultés. Là, ils gagnent moins régulièrement. Ambry, j'adore la façon dont ils se comportent. Faut pas oublier qu'ils ont 3 joueurs suisses dans les 10 premiers marqueurs de la Ligue. Si ces joueurs-là, le succès parce qu'ils ont de très bons étrangers, bons gardiens, le succès d'Ambry, s'ils veulent faire en sorte de rester dans les 6 premiers, il faut que les 3 joueurs suisses continuent sur la même lancée. C'est qu'est-ce que je doute un peu, mais je suis content pour Luca Chereda et Paolo Duca qui sont là. Encore là, quand on parle de stabilité cette année, je pense que d'autres méritent le début de saison qu'ils ont présentement.
La déception, je crois que je suis d'accord pour Lugano. Je pense que c'est une équipe qui, avec quand même un contingent assez étoffé, de bons défenseurs, des joueurs très dominants en offensive. Euh, pour l'instant, pour moi, c'est une déception. Arcobello fait 4 points. Oups, oups, ça sort de où, ça, ces 4 points-là? Un beau 4 points samedi. Donc, je sais que tu as des joueurs comme Arcobello, Fassini, là, qui étaient vraiment en deçà de leur production. Si ces joueurs-là commencent à performer avec les étrangers qui sont présentement en place, je pense que c'est une équipe qui pourrait s'en sortir là, durant le reste de la saison. Messieurs, je ne réinventerai pas la roue. Je vais y aller également avec les deux mêmes équipes, les deux clubs testinois. Et j'ai commenté en bris quelques fois déjà cette saison. Je pense que c'est l'équipe que j'ai vue le plus souvent. Et j'adore l'énergie qu'on amène dans le match, la combativité. Les joueurs sont impliqués dans le match, combattent fort tout au long du match, sont rarement déclassés par leurs adversaires. Est-ce qu'ils vont rester dans le top 6 toute la saison? On s'en reparlera dans 13 un matchs. mois et demi, dans 13 matchs. Pour le bilan de la mi-saison. Mais je pense que tout au long de la saison, ce sera une équipe vraiment qui va faire peur à plusieurs autres équipes parce que ils sont capables de gagner, ils l'ont prouvé. Et j'aime ta demi-déception de Zug. Moi, c'est une déception que j'ai. D'ailleurs, on a reçu une question de Kevin avant l'émission. Et Pat, je veux t'en parler parce qu'il nous demande que pensez-vous de Zug depuis le début de la saison? Est-ce que c'est une gueule de bois après les 2 titres consécutifs? Tu t'es rendu en finale avec Genève. L'été après est extrêmement court. C'est taxant de se rendre jusqu'au bout. 2 fois consécutifs. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, c'est simplement une gueule de bois et que cette équipe-là a tout ce qu'il faut pour revenir au plus haut niveau? Oui, c'est une équipe c'est une équipe qui peut revenir au plus haut niveau. Et qu'est-ce qui est différent sur leur début de saison cette année par rapport au début de saison l'année dernière? Parce qu'on se rappelle, l'année dernière, c'était difficile au début. Mais là, c'est vraiment difficile. On n'est pas habitué de voir du jour dans la baraque comme ils sont présentement. Qu'est-ce qui me déçoit de Joe? J'ai vu deux matchs. Ils débutent très mal leur match. On dirait qu'ils sont pas prêts. Souvent, ils sont en retard dans le match. C'est pas l'habitude de Joe. Joe, c'était la machine bien rodée, prenait les devants, ensuite contrôlait le match. Et puis, il y a déjà Giannoni, c'est un excellent gardien, sauf que cette année, déjà, de mémoire, je pense qu'il s'est fait sortir déjà 2 fois en début d'année. C'est pas son habitude. Donc là, on voit des choses qu'on n'est pas habitué de voir là, depuis 4-5 ans du côté de Duke. Je pense pas qu'il faut s'alarmer. C'est une équipe qui va revenir parce qu'ils ont les éléments pour revenir. Mais on va dire que c'est un peu bizarre le début de saison. Là. Je suis d'accord avec toi. Et c'est sûr que quand tu gagnes 2 titres, est-ce que c'est pas une question de motivation? C'est une question dont on dirait qu'on va faire les mêmes choses. On vient dans une zone de confort qui est dangereuse. D'après moi, c'est là qu'ils sont. Là. Sont confortables. Ils savent qu'on a du talent, on va revenir, mais là, ils sont déjà rendus au 14e match. Il faudrait commencer mentalement à aller à changer d'attitude un peu puis se mettre en mode boulot. Là. Ouais, mais j'ai bien hâte de voir si on réussira à changer la tendance rapidement du côté de Zug. Patrick Aymon, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant 7h30. Je t'avais dit avant l'émission, ça va durer à peu près 1 heure. Finalement, on a fait un petit peu d'extra, mais c'était très agréable de t'avoir sur Overtime. Très agréable de te revoir et on espère te revoir très bientôt. Merci beaucoup. Jérôme, merci également. On va se retrouver prochainement, j'en suis certain, dans Overtime. Et sinon, on va t'entendre évidemment dans les différentes patinoires de Suisse. Il me reste à vous rappeler que cet épisode est à revoir sur nos différentes plateformes dès cet après-midi. Et à vous rappeler le rendez-vous de demain dès 19h25 sur MySports 1 pour le studio. Donc, soirée à 6 matchs de National League demain. Donc, toutes les activités, évidemment, de hockey qui sont à suivre sur MySports. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Overtime. Bye bye. Bye bye.